Bonjour et bienvenue sur Plan B. Aujourd'hui, je reçois Angélique Pal. Bonjour Angélique. Bonjour. Et je reçois également Édouard Joly. Bonjour Édouard. Bonjour. Angélique et Édouard, vous travaillez tous les deux à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Alors sur Plan B, nous parlons souvent d'agronomie, nous parlons souvent de changement climatique, nous parlons souvent de résilience. Rien de plus logique aussi que de parler du monde militaire et comment il appréhende ces sujets-là. Vous êtes tous les deux experts des enjeux militaires qui tournent autour de la transition énergétique et du changement climatique. Et vous tentez dans un article très intéressant que j'ai parcouru et qui est à paraître, de donner des résultats d'une première recherche sur le sujet de l'environnement comme problème stratégique militaire. Et merci beaucoup d'avoir non seulement écrit cet article passionnant, mais aussi d'avoir accepté mon invitation. Alors moi, ma prise de conscience du changement climatique, elle date d'il y a un moment quand même, milieu des années 2000. Il y a eu les films d'Al Gore, de Yann Arthus Bertrand, l'émergence d'un certain Jean-Marc Jancovici. Ce qui m'a sonné les cloches dans tout ça, c'est notamment la question de la montée des eaux au Bangladesh, en me disant, oulala, pétard, c'est juste dans un seul pays et c'est juste la question de la montée des eaux. En me disant, mais c'est horrible, il faut vraiment tout faire pour éviter ça. Je ne connais pas de Bangladais, mais je n'aimerais pas qu'un Bangladais nuise à mon bien-être et à celui de mes enfants. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais consommer moins de viande et moins de pétrole. Bon. Mais à l'époque, bon, on parle de 2005-2006, je voyais ça un peu comme je me sentais un petit peu seul et ça avait l'air d'être surtout une préoccupation de bobo gauchiste. Bon. Et puis, et puis sort il y a 2 ans ce rapport-là, j'espère qu'on le voit à l'écran, pas très bien, bon, de l'US Army War College, Implications of Climate Change for the US Army, qui tente de fixer des éléments de doctrine militaire sur le changement climatique. Je me dis, mais tiens, voilà un interlocuteur inattendu qui s'intéresse au même sujet que moi. Peut-être que les bobos gauchistes pourront se sentir un peu moins seuls. Mais après tout, c'est complètement logique que les militaires s'intéressent au sujet, une fois qu'on constate que le changement climatique, c'est aussi une question de sécurité nationale et internationale et que ça le devient de plus en plus au vu, malheureusement, de la poursuite de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre et la confirmation de ce que les climatologues redoutaient sur le lien entre gaz à effet de serre et changement climatique. Et j'ai retrouvé dans ce rapport la même logique que je décrivais sur le Bangladesh, c'est-à-dire ça vaut le coup de se préoccuper du changement climatique rien qu'au regard de la montée des eaux et rien que dans ce seul pays. Alors après, ils en tirent des enseignements en partie différents des miens. En l'occurrence, en tant que gendarme du monde, ils s'interrogent sur le risque de déstabilisation d'une région entière, l'Asie du Sud, abritant près de 2 milliards d'habitants. Et puis j'ai vu dans ce rapport une autre logique qui m'a parlé et une autre courbe qui a le mérite de la simplicité. C'est celle-là. Bon, on le voit peut-être pas très bien à l'écran, mais la logique, c'est bon. Écoutez, messieurs, la température augmente, tous les relevés collent. Depuis 120 ans, la température augmente. C'est comme ça. Il faut qu'on soit prêt au cas où elle continue d'augmenter. Il faut aussi qu'on soit prêt au cas où cette augmentation devait accélérer. Et puis, si les experts se trompent et que ça arrête d'augmenter, c'est pas grave, mais c'est hors sujet. De toute façon, il faut qu'on soit prêt à tout. Et actuellement, on ne l'est pas. Le rapport le dit clairement, nous, institutions militaires, on n'est pas prêts, ni en termes stratégiques, ni en termes de sensibilisation de nos troupes, ni en termes technologiques, où nous nous faisons distancer en termes d'innovation par le monde civil, alors que l'armée fut traditionnellement pionnière en matière d'innovation. Ils ont l'humilité de l'admettre. Bon, tout ça relativise d'autant plus l'intérêt du climato-scepticisme, c'est-à-dire qu'on ne va pas sérieusement parier notre sécurité sur la probabilité de plus en plus faible que ces climato-sceptiques puissent avoir raison. Bon, s'ils ont raison, au pire, on se sera préparé pour rien, mais en tout cas, il faut être prêt. Il faut être prêt. J'en viens à votre article, Angélique et Édouard, puisque vous faites des constats en partie similaires au sein de l'armée française. Je lis une des phrases avant de vous donner la parole. Suite à cet examen de la prise en compte de l'environnement comme problème stratégique, on peut regretter certaines lenteurs d'acculturation de la part des stratèges, politiques comme militaires, concernant les conséquences des changements environnementaux pour les armées. Ne pas anticiper les conséquences d'un contexte environnemental en cours de transformation radicale peut conduire à des impensés stratégiques dommageables. Voilà ma foi qui ouvre de grands chantiers, et nous n'en sommes qu'au début de ces réflexions-là. Je m'arrête là pour vous inviter l'un et l'autre à vous présenter et votre parcours, en commençant peut-être par vous, Angélique.
Ça marche, merci beaucoup pour cette invitation. Donc moi, je suis géographe. J'ai fait ma thèse sur la construction de l'Union européenne de l'énergie et j'ai travaillé sur les questions de transition énergétique dans un contexte européen. Ensuite, j'ai fait un postdoc à l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, où j'ai particulièrement travaillé sur la dimension technique de ces énergies renouvelables à production variable. Et puis, ensuite, j'ai rejoint l'IRSEM, donc l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, où je travaille à la fois sur les questions d'approvisionnement en énergie, de transition énergétique, et puis d'impact du changement climatique sur les armées. Et je suis cette année auditrice civile au sein de l'école de guerre-terre, ce qui me permet donc d'avoir disons un branchement sur le monde militaire assez particulier et assez spécifique, puisque ça me permet d'acquérir voilà, les compétences conceptuelles en termes de voilà, compréhension de leur façon de penser aux échelles tactiques, stratégiques et opératives. Voilà. Bien. On va reparler de la réflexion à ces différentes échelles stratégiques, tactiques et opératives en ce qui concerne les enjeux environnementaux. Édouard, je vous laisse également vous présenter. Oui, alors donc, comme ma collègue, je suis chercheur à l'IRSEM, Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Ma spécialité à moi, alors à l'origine, j'ai fait de la philosophie allemande contemporaine, hein, mais il y a quand même pas mal d'années. Mais je m'étais spécialisé sur tout ce qui était théorie du nihilisme, de la destruction, et donc en philosophie politique, à tout ce qui est conflictualité, guerre, révolution, etc. Et j'en suis venu petit à petit à intégrer les questions climatiques pour deux raisons. D'abord, conscient simplement, comme à peu près tout le monde à l'heure actuelle, des enjeux, parce que ça devient presque classique. Enfin, c'est quelque chose dont on parle dans les médias, c'est normal, presque, ça se normalise presque. Mais aussi parce que pendant mes premières recherches, je lisais beaucoup un auteur qui s'appelle Günther Anders et qui est considéré comme faisant partie des auteurs fondateurs de l'écologie politique, mais dans la tradition des années 60-70. Voilà. Donc la question de la guerre-environnement, pour moi, fait partie de mon champ de recherche, qu'on peut appeler la théorie des conflits armés, au sens où, dans la théorie politique qui s'intéresse aux questions stratégiques, théorie des conflits armés, on a besoin de penser la question des ressources, des approvisionnements, mais aussi tout ce qui est tout un tas de types de sécurité auxquels on ne pense pas spontanément quand on pense à la guerre ou ne serait-ce qu'à des questions de relations internationales, tout simplement. Voilà. Tout à fait. Ça m'amène à aborder le premier sujet dont on souhaiterait discuter. Est-ce que vous pouvez présenter dans les grandes lignes la thématique environnement et guerre? Ça peut être un peu contre-intuitif au départ, mais qu'est-ce qui nous amène à penser qu'il y a un rapport entre environnement et guerre? Bon, j'ai parlé du Bangladesh tout à l'heure, mais je pense que ce serait une vision simpliste que de dire que il va y avoir des guerres et il faut faire la guerre parce que l'environnement se dégrade. Et en lisant votre papier, on voit bien que c'est beaucoup plus complexe que cela. Peut-être je commence avec la dimension un peu historique, Édouard, et puis je te laisse passer ensuite à la dimension plus conceptuelle. Oui, bien sûr, vas-y. Ce lien entre environnement et défense, il commence à être développé à partir du rapport numéro 5 du GIEC, qui est publié en 2014. Et ce rapport, il mentionne pour la première fois comme un risque émergent, avec des guillemets sur risque émergent, qu'on perçoit dans la littérature scientifique, cette question du lien entre changement climatique et conflictualité. Et donc la doctrine militaire, dans la lignée de ses travaux, eh bien, elle va produire parallèlement des documents de prospective stratégique, notamment chez les Américains, qui vont être les premiers à intégrer cette question du changement climatique dans leur doctrine militaire. Comment est-ce qu'ils l'intègrent? Eh bien, par exemple, ils vont se poser la question de l'effet du changement climatique sur les conflits en général, donc une question de sécurité internationale. Et puis, ils vont se poser aussi la question des conséquences du changement climatique en termes de vulnérabilité pour eux-mêmes, hein, pour leurs infrastructures, par exemple. Et donc, on a un rapport alors, il me semble que c'est le National Security Strategy américain, qui va inclure pour la première fois en 2010 une liste des bases américaines qui vont être concernées par la question du changement climatique. Alors, montée des eaux, glissement de terrain, la liste sécheresse, voilà, la liste est longue. Mais, les inondations côtières aussi, parce que l'eau qui monte petit à petit, c'est une chose, mais il y a aussi les houles qui sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus hautes
Donc voilà, même si une installation n'est pas submergée, elle peut être frappée par des inondations côtières. Oui, ou la route qui y mène peut, elle, être parfois temporairement indisponible. Enfin, il y a tout un tas de possibilités. Et donc, les Américains vont être un peu les premiers à se positionner sur ce créneau-là. Et il y a d'autres armées qui suivent derrière, notamment celle du Royaume-Uni et de la Nouvelle-Zélande. Et en France, c'est une problématique qui émerge depuis quelques années. Il commence à y avoir des choses dans les livres blancs sur la défense et la sécurité nationale en 2008 et en 2013, mais c'est peu mentionné. Il y a un effet de rattrapage qui se produit depuis quelques années, notamment avec, en 2016, la mise en place d'un observatoire défense et climat au sein de la direction générale des relations internationales et stratégiques du ministère des Armées. Voilà, donc ça vous donne un peu le cadrage historique, en fait, de comment est-ce qu'on a construit petit à petit le lien entre cette question climatique et cette question de la défense. Édouard, vous voulez poursuivre? Oui, alors pour connecter la chose de manière un peu différente, mais parfaitement complémentaire, c'est que il y a une notion qui, finalement, qu'on retrouve dans tout un tas de courants de l'écologie politique, c'est la notion de catastrophe. On parle souvent, il y a eu un livre à succès, Le catastrophisme éclairé, et on pense toujours à la catastrophe comme étant l'événement qui nous tombe dessus. Là, l'idée, finalement, c'est de se dire, OK, un peu ce que vous avez dit en introduction rapidement, hein, c'est tenons compte de toutes les implications que ce type de problème entraîne. Et si on joue le jeu de la possibilité de la catastrophe, eh bien, qui est appelé lorsqu'on gère une catastrophe climatique, un ouragan, qui intervient lorsque même, on peut penser au pire des risques, le risque de la catastrophe nucléaire, eh bien, qui devrait intervenir en cas de catastrophe. Et quand on voit que finalement cette notion a sa propre rationalité, on est contraint de réfléchir aux moyens de gérer ces catastrophes. Qui dit catastrophe environnementale dit nécessité, alors en termes politiques, du maintien de la souveraineté de l'État sur son territoire et simplement l'aide aux populations. Et voilà comment on traduit les questions environnementales en questions, mais pas seulement de questions stratégiques, mais aussi des questions de politique publique. Après, vous pouvez faire une énorme déclinaison dès lors que vous êtes conscient, vous planifiez en fonction d'éventuelles catastrophes qui sont prédites par les sciences, tout simplement. D'accord. Angélique, vous avez parlé de l'Observatoire Défense et Climat, et en effet, je mettrai le lien dans la vidéo, tout le monde devrait aller voir cet espace. Ça fait un moment que je n'y suis pas allé, mais il y a un certain nombre de rapports assez précis, alors régionalisés, qui, entre autres, rappellent les risques climatiques de la région. Donc, ça peut être le Sahel, ça peut être certains de nos territoires d'outre-mer, ça peut être l'Asie du Sud. Bon. Et puis, dresse des scénarios. Alors, ça peut aller de scénarios plutôt tendanciels à des scénarios beaucoup plus entre guillemets, disruptifs. Je ne sais pas quel est le terme utilisé, mais des scénarios limite signe noir, en se posant à chaque fois les implications d'intervention pour l'armée française. Mais c'est pour dire qu'il y a quand même déjà un certain nombre d'éléments de prospective intéressants, et notamment par le travail de climatologues comme François Gémen, qui participe à cet observatoire. La question qui me vient, c'est quelle est l'intention derrière votre article à vous? C'est-à-dire, qu'est-ce qui manque dans les travaux existants qui a motivé votre travail de recherche à vous? Et qu'est-ce que vous en attendez en termes de réception dans le monde militaire? Parmi les travaux qui sont publiés par la sphère scientifique, les implications actuelles sont beaucoup faites au niveau stratégique. On reviendra peut-être sur cette définition, la différence entre le niveau stratégique, le niveau tactique et le niveau opératif, mais voilà, ces travaux-là, ils prennent en compte principalement le niveau stratégique. Alors, ils se posent la question des espaces où il va peut-être y avoir plus de conflits pour des questions environnementales, des espaces qui vont être déstabilisés politiquement par ces questions de changement climatique. Bref, c'est le niveau qui est principalement étudié, et c'est peut-être aussi le niveau qui finalement traduit le moins, en fait, pour les armées, la question de la problématique de cette question environnementale. Et donc, nous, on a voulu
se poser la question en fait de ce que ça faisait à chacun des niveaux, stratégique, opératif et aussi tactique, parce que quand on parle à la jeune génération de militaires qui sont formés aujourd'hui, notamment à l'école de guerre, eh bien, cette question tactique, cette question opérative, c'est des choses qui les touchent particulièrement, alors que la stratégie, elle concerne aussi d'autres acteurs hors du monde militaire. Donc voilà, on a voulu décliner pour eux dans des champs qui les concernent tout particulièrement cette problématique environnementale. Je ne sais pas si tu veux compléter. Non, je suis parfaitement d'accord. Okay. Est-ce que justement, vous voulez qu'on entre un petit peu dans ce triptyque stratégique, tactique et opératif, et ce que vous mettez derrière chacun d'eux en termes d'implication de la crise, des transformations environnementales et malheureusement de la crise environnementale? Ouais, je peux en dire 2 mots là si tu veux, Angélique. Bien. Bon, si on distingue un peu ces 3 niveaux, c'est aussi 3 niveaux de commandement, donc ce sont des responsabilités qui sont différentes. Et là, l'idée, c'est que la base de cette réflexion, il faut dire qu'elle vient aussi d'entretiens qu'a mené Angélique et sur lesquels elle a travaillé, et dont j'ai pu prendre connaissance aussi, de voir que finalement, quand on interroge les acteurs de défense, comment ils conçoivent le problème, ça va être soit au niveau stratégique, soit au niveau tactique. Le niveau stratégique, c'est, pour le dire rapidement, c'est on a les finalités politiques, on a des moyens de défense, on va réfléchir à comment utiliser les moyens de défense en fonction de la finalité politique qu'on aura établie. Donc, il y a toujours du politico-militaire à ce niveau-là. Le niveau tactique, c'est le niveau sur le terrain. C'est comment ça se passe. C'est le plus bas niveau. C'est si on imagine que la stratégie, c'est un escalier, le niveau tactique, c'est l'équivalent d'une marche. Voilà. Et ce qui nous a interpellés, c'est que finalement, y compris dans la littérature à laquelle on a pu avoir accès, recherche ou opérationnelle, finalement, le niveau opératif, c'est celui qui est le moins thématisé parce que on a plus de mal à traduire ces enjeux-là à ce niveau-là. Le niveau opératif, c'est vraiment pour localiser. Par exemple, si vous prenez l'opération Barkhane, le niveau stratégique, il est à Paris. Le niveau tactique, il va être dans les différentes petites bases. Et le niveau opératif, ce sera la base centrale, si vous voulez, qui est présente dans le G5 Sahel. Bon. Mais à l'échelle de cette base-là, l'idée, c'est que finalement, les problématiques environnementales vont avoir des conséquences différentes de l'échelon tactique ou de l'échelon stratégique. Au niveau stratégique, on va avoir des questions de pression politique, parce que les populations ont une conscience accrue au quotidien des enjeux environnementaux, mais aussi, ce qu'a évoqué ma collègue, la croissance des missions environnementales. C'est-à-dire que plus on va vers des catastrophes environnementales, plus les forces armées risquent d'être mobilisées et déployées sur ces missions-là. Sur le plan tactique, c'est ce qu'on pourrait désigner d'environnement opérationnel dégradé, c'est-à-dire que sur le plan matériel, vous avez des difficultés au maintien en conditions opérationnelles, c'est-à-dire que vous avez plus de chaleur, trop d'humidité. La même chose donc à la fois sur les machines et sur les corps, puisque… Les corps des militaires, donc dans voilà, des conditions à plus de 50 degrés, plus de je ne sais pas combien de pourcents d'humidité. Si vous avez voyagé dans un pays tropical, vous savez que votre corps, vous avez besoin d'être tropicalisé pour ne pas subir l'effet du climat ambiant. Et il vous faut quelques jours au minimum, de façon à ce que votre corps s'adapte et que vous ne subissiez pas complètement votre environnement. Bref, ça c'est pour le niveau stratégique et le niveau tactique. Et finalement, la convergence de ces différents problèmes que je viens de décrire, elle se retrouve au niveau opératif, c'est-à-dire ce qui fait la jonction entre les deux. Et c'est ce qu'on appelle dans d'autres travaux qui seront apparaître, la dislocation opérative. La dislocation opérative, elle se produit par manque d'anticipation et par le fait qu'en réalité, ces problématiques environnementales en opération vont causer des problèmes du type diminution des marges de manœuvre, c'est-à-dire que finalement, l'hélicoptère que vous aviez prévu d'employer pour telle mission, il va prendre plus de temps, il va avoir plus d'avaries, du coup, vous n'allez pas pouvoir le réutiliser sur l'autre endroit où vous aviez planifié de l'utiliser. C'est-à-dire que ça va mettre en péril, ce qui est très important dans les opérations militaires, quelles qu'elles soient,
en guerre ou en mission de protection des populations, c'est simplement la planification. Mhm. Et c'est là qu'on joue entre le gain d'anticipation que peut produire une telle recherche et l'atout que ça peut avoir en termes de planification. Mhm. Je comprends, c'est très intéressant. Et je comprends par là que la non prise en compte des implications opératives des transformations environnementales peut totalement remettre en cause le succès de la stratégie et de la tactique, aussi fine soit-elle. Il y a un exemple assez concret dans votre papier sur les vecteurs de maladies, donc qui risquent de proliférer dans un contexte de changement climatique, donc dengue, chikungunya et autres. Bon. L'environnement sanitaire des opérations évolue également avec la nécessité de désinfection de certains matériels afin d'éviter le transport d'insectes vecteurs de maladies avant redéploiement, ce qui limite leur capacité d'emploi. Et je saute à quelques phrases plus tard, mais en 2018, le coût du manque d'hygiène en opération est évalué pour la seule opération Barkhane à l'indisponibilité d'une compagnie pendant 3 mois. Donc on voit que c'est quand même déjà des choses qui peuvent nous surprendre. Comment dire, le genre de risque qui peut aussi s'amplifier avec le temps. Voilà, donc l'idée, c'est aussi de dire que cette question environnementale, c'est pas forcément, c'est pas une surprise stratégique, c'est pas un événement qui déstabilise tout, c'est plutôt une multitude de petits grains de sable dans la planification des opérations qui peuvent, mis bout à bout, et s'il n'y a pas de planification adéquate, faire échouer une opération parce que les personnels ne sont pas disponibles au moment où on en aurait besoin, parce qu'on a besoin de renforts, mais que on n'a pas la capacité de les déployer parce qu'ils n'ont pas été entraînés au bon moment, ou parce que certains matériels ne sont pas disponibles du fait de certaines avaries ou liées à des pressions environnementales beaucoup plus fortes, etc. Et donc, si on met tout ça bout à bout, les probabilités d'indisponibilité augmentent et donc on se retrouve avec une possibilité justement de ce qu'on appelle la dislocation opérative si il y a manque d'anticipation de ces différents facteurs. Alors même que du côté stratégique, donc du côté du lien entre le militaire et le politique, on a une pression sur les armées qui s'accroît avec à la fois une demande de plus d'engagement si on doit concilier à la fois des engagements sur des théâtres d'opération et une réponse à des catastrophes naturelles, et en plus une pression politique sur, par exemple, les conséquences environnementales des activités militaires, et avec tout un système de mise aux normes des armées par rapport à la logique d'émissions de gaz à effet de serre, par exemple, ou de pollution environnementale. Et donc, entre ces deux pressions, la pression politique et la pression environnementale, eh bien, ce niveau opératif, il risque de se retrouver un peu coincé pour la planification des opérations. Je voudrais rebondir sur ce point, n'hésitez pas à poursuivre sur ce qu'on évoquait, mais effectivement sur la question de la préparation de l'après-pétrole par les armées, c'est aussi un des thèmes abordés dans votre article, c'est-à-dire la consommation de carburants fossiles est orientée assez fortement à la hausse, d'autant plus avec les nouvelles technologies. Ça pose non seulement une question de responsabilité environnementale de l'armée qui, comme n'importe quel autre acteur, doit atteindre une sorte de neutralité carbone entre guillemets, pour ne pas fâcher certains de mes auditeurs. Donc préparer l'après-pétrole en termes de responsabilité environnementale, mais aussi en termes de limitation de vulnérabilité dans un contexte où le pétrole, notamment dans certaines zones, pourrait venir à manquer. Vous posez aussi la question des nouvelles technologies avec le dilemme entre maintenir une supériorité technologique sur l'adversaire versus, alors vous en parlez, l'acquisition de matériel plus low-tech dont la rusticité permet une meilleure adaptation à des conditions d'engagement dans un environnement plus dur et sans que le conflit soit de haute intensité. J'avais vu passer un article sur l'armée américaine qui se réappropriait le sextant, par exemple, pour la navigation. Mais comment vous voyez justement, peut-être un mot sur les évolutions technologiques en termes d'énergie, en termes d'équipement, dans un contexte de transformation environnementale? Je commence et je te laisse embrayer après, si ça te convient. Parfait.
Alors, les armées françaises, elles se préparent aujourd'hui principalement à ce qu'on appelle un scénario de haute intensité. Le scénario de haute intensité, c'est le scénario où on combat une armée qui nous ressemble, c'est-à-dire qui a les mêmes caractéristiques technologiques, d'entraînement, etc. Et donc, dans ce scénario de haute intensité, la supériorité technologique est quelque chose d'important. Ça amène à développer des programmes d'armement qui sont assez intensifs en technologie. Je pense notamment au programme Scorpion et dans sa lignée au programme Titan. Ces programmes, ils vont donc intégrer dans les matériels militaires et notamment dans tout ce qui est matériel lié à la mobilité, du blindage et des systèmes d'information, donc technologie numérique, etc., systèmes de visée, qui sont importants et qui vont consommer plus d'énergie. Le programme Scorpion, alors les estimations varient selon les armées, mais voilà, c'est par exemple parfois plus 25% de consommation à horizon 2 ans, peut-être plus 35% pour l'armée de l'air. Les estimations ne sont pas encore complètement fixées parce que le programme est en cours de déploiement. Mais il va y avoir une augmentation des consommations énergétiques en opération notamment. Et ça, si on se place dans un scénario qui n'est pas un scénario de haute intensité, mais qui est un scénario de type protection des populations, de type intervention lors d'une catastrophe environnementale, peut-être que justement, ces caractéristiques technologiques et de consommation de carburant, en fait, elles nuisent à la mobilité des personnels déployés, notamment si, par exemple, on se retrouve dans des espaces où le carburant est peu accessible, ce qui est le cas dans un certain nombre de parties du monde aujourd'hui, sachant que voilà, on n'envoie pas du carburant par avion de Paris, ça ne fonctionne pas comme ça, on s'approvisionne sur place. Donc, il faut pouvoir s'approvisionner sur place, les consommations augmentent, et en plus, on se retrouve peut-être dans un environnement opérationnel qui va être dit nivelant sur le plan technologique, c'est-à-dire qu'en fait, il limite les avantages de la technologie, notamment lorsqu'on se bat en ville, ou si on se retrouve dans des environnements particulièrement extrêmes, alors avec des conditions de chaleur et d'humidité très importantes, qui peuvent dégrader ou nuire au maintien en conditions opérationnelles des matériels. Et donc là, la question se pose, est-ce que c'est plus intéressant, et on la pose de façon ouverte, est-ce que c'est finalement plus intéressant de miser tout sur la haute intensité et le technologique, sachant que ça consomme beaucoup plus et qu'il va falloir approvisionner et qu'il va falloir gérer le maintien en conditions opérationnelles de ces matériels, ou est-ce qu'au contraire, on a aussi intérêt à conserver des matériels plus rustiques qui, eux, vont avoir une durée de vie plus longue, consommer moins et être utilisables dans des environnements où les conditions environnementales vont être très, très dégradées. Voilà un peu pour la question matérielle. Vous parlez de rareté du carburant sur place. On peut aussi imaginer l'amplification du risque de blackout, donc d'accès pour les troupes à de l'électricité, d'amplification du risque de sécheresse, donc d'accès aux troupes à de l'eau, qui est un flux logistique important aussi, si je comprends bien. Bon. Pardon, Édouard, est-ce que vous voulez prolonger? Vous serez plus pertinent que moi. Simplement pour ajouter dans le sens de ce qui a été dit, quand on pense à ce que vous désignez comme les questions technologiques ou les avancées technologiques, je pense que déjà dans les différents principes de la guerre, on a l'idée que la supériorité technologique permet de l'emporter sur l'adversaire. Un peu comme les canons de 75 qui ont fait l'artillerie napoléonienne. Un peu, vous pouvez refaire toute l'histoire militaire en voyant à quel moment, par exemple, l'invention du char d'assaut a été déterminant comme moyen technologique pour l'emporter pendant la Première Guerre mondiale. Donc, il y a cette idée que l'ascendant technologique est toujours déterminant pour des conditions de victoire à tous les niveaux. La question qu'on pose simplement, ou le constat qu'on fait d'abord, c'est que d'abord, la supériorité technologique telle qu'on l'entend à l'heure actuelle induit une plus grande consommation énergétique et une plus petite dotation. C'est-à-dire que simplement le matériel coûte plus cher. Donc, on investit davantage d'argent. Donc ça, c'est la première dépendance à laquelle il faut penser. On a besoin de plus d'énergie pour garder cet ascendant. Mais on a aussi une dépendance inhérente à l'outil technologique qu'on emploie. C'est-à-dire que, je prends l'exemple tout simple, tout le monde, vous apprenez à écrire à la main, puis ensuite, plus tard, vous écrivez sur le clavier d'ordinateur. J'ai remarqué ça avec mes étudiants en cours. Ils prennent tous leurs cours avec un moyen technologique qui améliore la qualité de leur prise de cours.
en rapidité, en uniformité des textes produits. Ça permet d'imprimer le texte, ça permet de l'envoyer, etc. Par contre, lors de l'examen, ils sont contraints d'utiliser un crayon, un autre moyen technologique, un mode dégradé, si on veut. Et à bout d'une heure, les étudiants ont des difficultés pour écrire, simplement des difficultés physiques, parce qu'ils n'ont plus l'habitude d'écrire à la main. Ce genre simplement de perception donc la dépendance inhérente à l'usage d'un outil technologique, on peut l'appliquer partout, y compris avec les questions militaires. C'est-à-dire que est-ce que avec un système de repérage par GPS simultané, on gagne certes en vitesse, on gagne certes en performance de commandement parce qu'on sait à quel moment qui est où. On gagne pour les communications, mais par contre, si jamais on a une panne, si l'ennemi, puisqu'on est en contexte de guerre, parvient à saboter cette technologie. Et c'est tous les risques. À l'heure actuelle, quand vous entendez la question de la guerre dans l'espace, c'est ça, c'est-à-dire vous faites sauter un satellite dans l'espace et le système des télécommunications de votre adversaire peut être mis à mal. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut entendre, je pense du moins, c'est dans ce sens-là qu'on la développe dans nos recherches, la question technologique. D'accord. Peut-être rajouter un point de détail sur la question du carburant, parce que, on peut se dire les armées seront toujours prioritaires en fait pour s'approvisionner en carburant, donc finalement, ce n'est pas une si grosse consommation que ça comparé à la consommation nationale, donc ça ne vaut pas forcément le coup de s'inquiéter. Ça ne marche pas dans certains contextes, notamment lorsqu'il faut s'approvisionner localement, parce que ce qu'on voit à échelle internationale, c'est que le rendement énergétique des gisements décroît. Qu'est-ce que c'est le rendement énergétique? C'est combien de barils de pétrole j'ai besoin pour extraire mécaniquement un baril de pétrole. Le taux de retour énergétique aussi, on en parle, l'EROI. Exactement. Energy Return Over Investment. Mais oui, c'est un thème qui nous passionne souvent sur ce podcast. Et je vous laisse poursuivre. Pardon. Voilà. Et du coup, dans certains contextes opérationnels, si ce rendement énergétique est mauvais, eh bien, on peut se retrouver, même si les armées sont prioritaires, même si l'approvisionnement du militaire est mis en premier lieu, eh bien, on peut quand même se retrouver avec des difficultés d'approvisionnement parce que la configuration en fait, du gisement et de l'approvisionnement va faire en sorte que l'extraction va être plus compliquée et que la capacité d'approvisionnement va être plus faible. C'est ça. On a dans un contexte où une bonne partie du pétrole, entre guillemets, facilement accessible, facilement extractible et qui nécessite peu d'énergie pour être extrait, ça y est, il est brûlé. Et il mettra des centaines de millions d'années à se reformer à partir du phytoplancton, peu importe. Et que devant nous, il reste effectivement des gisements qui sont plus épuisants à aller chercher, mais notamment pour lesquels il faut s'épuiser à consommer plus d'énergie pour les extraire. C'est à ça que vous faites référence. Et ça, c'est pas juste une histoire d'approvisionnement, c'est aussi une question sur le terrain, c'est aussi une question tactique, parce qu'en fait, on voit que la logistique est de plus en plus une cible. Elle l'a toujours été. Les convois d'approvisionnement logistique ont toujours été la cible d'attaque de la part de l'ennemi, parce qu'évidemment, c'est extrêmement important pour le corps qui est en déplacement. Mais il y a cette question de l'approvisionnement en énergie, c'est au moins autant une question de liberté de mouvement en fait, et de liberté d'action qu'une question de vulnérabilité pour un corps expéditionnaire. Tout à fait. Donc, on voit par exemple, il y a des articles sur les pertes américaines en Irak. Alors, je crois que c'est entre 2003 et 2007, les Américains ont perdu quelque chose comme 3000 personnels rien que sur des convois logistiques. C'est ça. C'est un article d'un officier américain qu'on est allé chercher et qui explique ça. Et donc, la mortalité et la vulnérabilité des armées, elles passent aussi par ces questions logistiques. Et donc, plus on augmente la dépendance à l'énergie, plus on augmente aussi cette vulnérabilité logistique. Tout à fait.
Non, je retrouve la phrase effectivement dans votre article. L'armée américaine, l'un des plus gros consommateurs de pétrole au monde, a perdu 3246 personnels militaires en Irak entre 2003 et 2007 dans des opérations de convoyage composées majoritairement d'approvisionnement pétrolier, qui par ailleurs correspond à 70% des missions logistiques sur un théâtre donné pour le département de la défense américain. Après, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, bon, on n'intervient plus dans des zones où c'est trop galère de s'approvisionner, que ce soit en énergie, en eau, en électricité, on laisse tomber. Est-ce que c'est le genre d'arbitrage qu'on pourrait faire à l'avenir? Et quelles en seraient les conséquences? Juste se dire, bon, tant pis, on laisse. La question, ce serait, en fait, on se la pose aussi en termes où on veut dire que c'est ce qu'on anticipe comme situation. Et la situation où finalement, on a parce que l'idée de pouvoir prendre une décision, c'est d'avoir du choix. Et si on se retrouve dans une contrainte où finalement on a à choisir entre déployer des moyens pour telle crise écologique de soutien aux populations ou déployer des moyens pour simplement faire des opérations extérieures. Voilà. Nous, ce qu'on suggère finalement dans le papier, c'est que si on envisage un peu le pire potentiel, la quantité d'opérations, de sollicitations pour des missions environnementales va augmenter. Donc, il faut simplement réfléchir à anticiper le risque d'être dans la situation où on se dit, on ne peut plus intervenir. Alors là, ce serait vraiment la limite, si on veut. Okay. J'en viens à notre sujet de l'expression polémique « guerre du climat » ou « guerre verte ». Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'expression est bien indiquée? Peut-être, c'est là, Angélique, je vous laisse peut-être projeter quelques images que vous vouliez nous montrer, mais effectivement, ouvrons peut-être ce chapitre sur les fameuses guerres du climat. Est-ce que vous le voyez à l'écran, c'est bon? Oui, Ouais. c'est bon, oui. Peut-être je te laisse présenter le concept de guerre du climat pour expliquer un peu comment c'est. Il y a la version française qui est disponible en folio. C'est un livre d'Harald Welzer, Les guerres du climat. Ça date de 2008. Alors là, vous avez à l'écran, pour ceux qui La ont version vidéo, anglaise. La version anglaise. Donc à l'origine, c'est Die Klimakriege, c'est allemand. Et c'est de la psychologie sociale, c'est-à-dire que Harald Welzer, il a travaillé aussi sur la Seconde Guerre mondiale, les soldats de la Seconde Guerre mondiale, et finalement, il s'intéresse à la genèse de la violence. Et dans cet ouvrage, il a une thèse lourde. La thèse lourde est la suivante. Les guerres du XXIe siècle seront des guerres du climat, commencent déjà à l'être, c'est-à-dire qu'il y aurait une causalité forte entre des problèmes climatiques et la violence organisée entre groupes humains. Donc, la thèse est assez lourde dans cet ouvrage, mais très convaincante. Et du moins, elle est très stimulante. Et elle se traduit, donc, cette thèse qui se retrouve donc, la discipline donc, de Welzer, c'est de la psychologie sociale, mais cet ouvrage est lu aussi en théorie politique, en philosophie politique. Et elle a le pendant de ces thèses, c'est le débat qui apparaît dans la recherche à l'écran, donc dans une revue qu'Angélique, tu peux présenter. Oui, c'est la revue Political Geography. Et là, en l'occurrence, c'est un débat. Donc, on voit la série d'articles qui se répondent, dont j'ai fait une capture d'écran, sur la question de la guerre civile syrienne. Et la question qui est posée donc, par le premier article, c'est est-ce que cette guerre civile est liée à des facteurs climatiques et notamment des facteurs de sécheresse? Et on voit qu'il y a débat avec une série d'articles qui se répondent et qui ont beaucoup agité la communauté scientifique. Et bien sûr, c'est juste un exemple sur le conflit syrien. Il y a d'autres débats en cours sur d'autres conflits armés. Je peux comprendre qu'il y ait débat aussi des conflits dans la Corne de l'Afrique, surtout que, alors il peut y avoir des conflits qui font suite à des catastrophes climatiques, mais ces catastrophes climatiques ne sont pas forcément liées au changement climatique d'origine anthropique. Donc ça déjà, il faut aussi faire la part des choses là-dessus. Je mettrai aussi en lien une carte très bien faite de Carbon Brief
un très grand site de référence sur la vulgarisation de la climatologie, une carte exhaustive de toutes les études d'attribution faites par les scientifiques sur le lien entre changement climatique d'origine anthropique et événements climatiques extrêmes survenus à un moment précis. Donc il y a des études sur la guerre en Syrie, il y a des études sur des conflits dans la corne de l'Afrique, et parfois les auteurs concluent que non, il n'y a pas de lien, et souvent ils concluent que si. Moi, ma question, c'est, alors je peux tout à fait comprendre, il y a débat sur le cas syrien, bon, il y a eu 3 années de suite de sécheresse, ça a pu en partie catalyser le conflit. Bon, est-ce que sans ces 3 années de sécheresse, il y aurait eu conflit ou non? Je peux comprendre que... Je me dis quand même que dans un monde à +3 ou +4 degrés, et donc +3 degrés, ça pourrait survenir dès, on va dire, les années 2060, si on continue comme ça. Du moins, c'est la meilleure évaluation du GIEC sur la sensibilité climatique dans son dernier rapport. Bon, un monde à +3, effectivement, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'on sera sans équivoque dans un monde avec des guerres climatiques fréquentes, si ce n'est, très fréquentes. Bon. Donc, comment, je n'ai pas lu le livre de Harald Welzer, mais qu'est-ce que vous pensez de cette... Je peux comprendre, en ce moment, c'est équivoque, mais demain, il y aura peut-être lieu de parler de guerre climatique sans équivoque, non? Peut-être je réagis et puis je te laisse Ouais. la parole juste derrière. Moi, ce qui nous gêne dans cette théorie-là, c'est son caractère déterministe. Mhm. C'est-à-dire l'idée qu'il y ait nécessairement un lien entre changement climatique et conflit armé. Mhm. Et souvent, ce lien, il passe par la question des migrations. Je vous montre à l'écran un, Déterministe, voire fataliste, hein, peut-être, dans ce que... oui, 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 tout à Ça fait. va avec. je vous montre à l'écran un, voilà, un graphique qui vient d'un article dans la revue Peace Economics, qui est l'un des nombreux modèles du genre et qui essaie de modéliser les liens entre changement climatique et puis qu'on voit à gauche et puis accroissement du risque des conflits armés. Et on voit que, effectivement, dans ce modèle-là, on le voit à peu près au centre, vers la gauche du graphique, le lien passe par la question de la migration. Et souvent, dans les médias, on fait le lien de façon très rapide. Changement climatique égale migration égale accroissement du risque des conflits armés. Et on oublie tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire la façon dont c'est géré politiquement, les aspects économiques, la question de la gestion du conflit avec les voisins, la question de la fragmentation sociale existante ou non existante dans la société d'accueil, etc. Et donc, on crée une espèce de déterminisme entre changement climatique et conflits armés qui passe par la question de la migration. Et ça, c'est très problématique d'un point de vue scientifique parce que on en fait une espèce de facteur unique, alors même que la façon dont les sociétés réagissent est extrêmement importante pour gérer ce type de modification. Donc voilà, c'est ce déterminisme qui me gêne, alors que voilà, la question du changement climatique, nous, on la conçoit plutôt comme éventuellement un catalyseur de problématiques sociales et politiques déjà existantes dans un certain nombre de sociétés, mais pas forcément comme voilà, un facteur déterminant. Peut-être je te laisse continuer sur le sujet Oui, si tu veux en dire un peu plus. pour prolonger ce qui vient d'être dit, tout l'enjeu ici, et c'est ce qui fait les divergences finalement, pourquoi sur le même sujet, des papiers scientifiques sont en débat. Ben, une des problématiques, c'est la catégorie de causalité qui est utilisée. C'est-à-dire que dans le schéma qui est projeté, chacune des flèches représente finalement une causalité. Mais ici, elle est représentée formellement. C'est-à-dire que ce schéma, il vise simplement à, on prend un cas pratique, voilà, si à tel endroit, on voit que le niveau de la mer augmente, bah, ça détruit les habitats, donc les gens doivent bouger. Mais ce mouvement de population, il pourrait être aussi dû à un cyclone qui détruit l'habitat tout autant, à un tremblement de terre, à simplement la réduction des ressources alimentaires, énergétiques, même en eau, en pêche, enfin tout type de ressources, c'est très très large. Et on voit que simplement, on a des faisceaux de causalité déjà de manière générale si on n'inclut même pas nécessairement la question du climat. Si on ajoute le climat, ça va augmenter ou ça va rigidifier ces causalités.
Donc, ça veut dire que, alors c'est un exemple utilisé par Welser dans les guerres du climat. Il prend cet exemple-là parce que ça montre bien ce cas pratique avec la guerre du Soudan, où vous avez des populations sédentaires, des populations mobiles. Et simplement, lorsque les accords habituels entre ces populations sont conditionnés par l'approvisionnement en ressources alimentaires, si elles sont contraintes de bouger un tout petit peu pour suivre le déplacement des ressources alimentaires, vous avez des populations qui sont contraintes de vivre au même endroit, avec une pénurie de ressources. La pénurie de ressources, et c'est l'exemple que vous utilisiez aussi avec le cas de la Syrie, plusieurs sécheresses d'affilée induisent une difficulté. Et si on a déjà un terrain social fragile, une souveraineté fragilisée, un État qui a affaibli ses moyens, ça ne fait qu'amplifier. Inversement, si je traduis un peu le contraire de tout ce qui est sur ce schéma parmi les causes de conflits, en anticipant et en faisant plus de prévention avec de la bonne gouvernance, davantage d'équité sociale, des voisins moins hostiles, moins d'instabilité politique, une société plus cohésive et une économie plus stable, etc., eh bien, le risque de conflit armé est moindre. Enfin, je formule l'inverse de tout ce qui est écrit ici. Donc, pour dire, oui, je vois bien le problème avec le déterminisme et le fatalisme qui consisterait à dire, eh bien, c'est inévitable, alors qu'il y a des leviers de prévention. Oui, oui. C'est-à-dire que finalement, ce n'est pas une question d'être optimiste, c'est simplement de montrer que c'est une question d'action politique en dernier lieu. Et une question aussi de responsabilité. Par exemple, je peux prendre d'autres exemples, mais même qui n'ont pas trait à la défense, mais l'extrême pénurie qu'on fait subir aux ressources halieutiques, à tout ce qui provient de la mer, alors qu'il suffirait d'interdire à la pêche une proportion de zones, créer des réserves en quelque sorte, de façon à reproduire, à laisser la nature reprendre ses droits par endroits et reproduire des ressources. C'est-à-dire que pour énormément de ces problèmes environnementaux, on y travaille, il y a tellement de gens qui y pensent que des solutions émergent. Donc, il ne faut pas… Les quotas de pêche, l'aquaculture, l'exemple que Ça vous ne veut pas donnez. dire qu'il faut minimiser la nature des enjeux. C'est-à-dire que le caractère d'urgence que peut avoir le questionnement environnemental, il ne faut pas le minimiser. Il faut simplement dire que bien, moins on cherche à y réfléchir, plus ça risque de nous pousser dans des situations où prendre des décisions sera de plus en plus difficile. Qu'est-ce que vous répondez à la question, ou à la thèse du chaos migratoire? Alors, c'est une image, évidemment, qui est… Là, c'est de l'ultra-déterminisme. C'est-à-dire que ça impliquerait déjà que ce soit rapide. Donc, il faudrait une catastrophe qui soit rapide. Mais ce qu'on voit, même si c'est à l'échelle de quelques décennies, ça laisse quand même le temps d'agir, d'utiliser les leviers. L'hypothèse d'une sorte de chaos migratoire, ça voudrait dire que certains endroits sont complètement préservés et assez préservés pour que des personnes vivant à un autre endroit, en grande quantité, soient contraintes de venir envahir l'autre territoire pour subvenir à leur existence. En soi, il faut vraiment que la crise soit majeure et je pense que du coup, avant d'arriver dans cette situation de film catastrophe pour le coup, on a les outils pour agir. Et d'autant plus qu'il n'est pas dit que les endroits qu'on présuppose comme étant les moins fragiles ne soient pas tout aussi atteints, sinon plus, par certains problèmes. Il suffit de voir, là par exemple, je prends un exemple tout à fait récent, il y a un cyclone au niveau du détroit d'Ormuz. Donc vous voyez un cyclone qui apparaît dans une zone désertique. Donc il va induire des problèmes immédiats à un endroit dû à ces questions climatiques, vous voyez. Donc il y a cette part d'imprévisibilité qui est qu'on ne doit pas non plus négliger, si vous voulez. Tout à fait. Angélique, est-ce que vous voulez compléter?
Oui, peut-être. Moi, quand je discute de cette question migratoire avec les étudiants, souvent je leur montre des cartes des flux migratoires. Et on se rend compte qu'en fait, la majorité des gens qui migrent, ils migrent à côté de chez eux. Et donc, quand on regarde, peut-être je pourrais en envoyer pour mettre des liens. Par exemple, l'atelier de cartographie de Sciences Po fait des choses assez intéressantes sur le sujet. Là, j'ai pas pensé à en mettre dans le PowerPoint parce que le lien avec la question environnementale n'était pas non plus complètement immédiat. Euh, mais on se rend compte, par exemple, que la fameuse migration africaine vers l'Europe qui fait couler tant d'encre dans les médias français, en fait, quand on regarde où migrent les populations africaines, lorsqu'elles migrent, eh bien, elles migrent très majoritairement à l'intérieur du continent africain, voire à l'intérieur de leur sous-région au sein de ce continent. Donc, bon, voilà, cette question migratoire, souvent, elle est régionalisée. Et donc, la grande peur des grands mouvements de masse à une échelle mondiale, etc., on n'y est pas. Très bien. Puisque vous parlez de cartes, enfin, je pense que vous vouliez nous montrer d'autres choses. Oui, je voulais vous montrer cette carte-là qui est intéressante parce que c'est la première carte de la première page de l'Atlas de l'école de guerre qui est sorti, il me semble, en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est aux éditions de l'École de guerre. C'est sorti en 2019. C'est ça. Et j'ai trouvé ça intéressant justement puisqu'on parlait du lien entre les armées et l'environnement, que voilà, la première carte de cet atlas qui vient de sortir soit justement une carte sur les risques liés au changement climatique, dont on voit bien sûr qu'ils sont, et ça correspond un peu à ce que tu disais tout à l'heure, hein, que ces risques, ils sont mondialisés, ils ne sont pas les mêmes partout bien sûr, mais il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de havre de paix dans cette question du changement climatique. Tous les espaces sont concernés par des risques différents, mais voilà, le problème est global. Donc, cette carte, elle illustre aussi la prise de conscience qui peut exister au sein des armées sur cette question environnementale. Tout à fait. Bon, le Canada qui parfois se croyait encore, enfin, pour certains citoyens se croyait pas concerné, voire ça allait ouvrir des zones habitables, voilà, des terrains nouvellement exploitables par l'agriculture. Bon, a vu que c'était pas si simple que ça lors de l'épisode du dôme de chaleur en Colombie-Britannique l'été dernier. Mais oui, non, le monde entier est concerné. Bien. Sur l'idée des terrains agricoles, parce que c'est une question importante, puisque c'est la question de la sécurité alimentaire et qui est pour le coup très déterminante. Euh, il est vrai que on peut penser que certains territoires vont devenir utilisables, mais enfin, je crois que c'est les rapports du GIEC et pas les tout derniers, hein, même les précédents le disaient déjà, c'est le rapport entre les territoires qui vont être détruits, qui vont être impropres à la culture, et le rapport entre les territoires nouvellement cultivables. Non, ça ne va pas assez vite. On détruit pas, on détruit beaucoup plus vite qu'on ouvre de nouvelles possibilités de terrains agricoles. Oui, Donc, ça crée nécessairement une tension sur les flux alimentaires. Et on le voit avec une année comme cette année, particulièrement en France, où les récoltes ont été atteintes, où il y a eu beaucoup moins de rendement. ouais. Bon, qui plus est des territoires, enfin des pays comme la Russie. Bon, la Russie, dans les déclarations de certains, ses politiques, mais de haut niveau, se voit plutôt bénéficier du changement climatique. Bon, quand bien même ce serait le cas, bah, comme vous le dites, ce serait lent, et de toute façon, ils n'ont pas l'air forcément enclins à accueillir beaucoup de monde chez eux. Alors après que ça devienne de plus en plus le grenier du monde, peut-être, mais comme vous l'indiquez, de toute façon, le monde va voir plus, se verrait, du moins, il faut mettre au conditionnel, le monde verrait plus d'hectares détruits que d'hectares nouvellement exploitables. Enfin, je ne pense pas que le pergélisol serait non plus exploitable de sitôt.
Et puis, il y a une épaisse couche ouais. de glace en dessous, quoi. C'est pas ouais, culturel. et puis la Russie, on en reparle parce qu'en termes de sécheresse et d'incendies forestiers, ils sont quand même en première ligne. Oui, Et il y a des travaux sur la fonte du pergélisol et la déstabilisation du sous-sol sous des infrastructures stratégiques type centrale nucléaire russe qui laissent aussi peser certaines inquiétudes liées au changement climatique en ouais, Russie. Donc, moi, oui. j'achète pas le discours russe Oui. nous sommes les bénéficiaires du changement climatique. Il vaut mieux pas qu'ils le pensent, du moins. Qui plus est, commencer à aller habiter dans des zones où la fonte du pergélisol risque de libérer des virus et des bactéries enfermées depuis je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'années. Bon, c'est potentiellement risqué. Enfin, du moins, je n'irai pas installer ma résidence secondaire avec mes enfants. En plus, il fait nuit super souvent. Enfin, bon, bref. Euh, Très bien. Écoutez, non, mais c'est vraiment, vraiment passionnant. Enfin, je pense que pour nos auditeurs, ça ouvre beaucoup de sujets aussi à creuser à leur tour. On aimerait aborder tout beaucoup plus en détail. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous souhaitiez nous transmettre, nous montrer l'un ou l'autre? Alors, oui, peut-être. Particulièrement sur la question de l'engagement militaire dans la gestion des catastrophes environnementales. Je vous montre deux photos à l'écran qui sont issues de la presse internationale. À gauche, vous avez la Navy australienne qui répond aux incendies du bush australien en 2019. Et à droite, vous avez les forces canadiennes qui interviennent dans le cadre d'une inondation, des inondations qui ont eu lieu en 2017. Et ce qui est frappant sur ces deux photos, c'est que dans les deux cas, pour répondre à une catastrophe environnementale, on utilise du matériel militaire qui est du matériel de combat. Et donc, il y a cette question qui se pose pour les forces armées, qui est assez importante et qui est assez intéressante à creuser, qui est celle de leur engagement par leurs États respectifs, par le gouvernement respectif, dans la lutte contre les catastrophes environnementales. On voit que cet engagement, il est de plus en plus important. Ça peut être que ce soit en Australie, au Canada, la Russie s'y est mise aussi pour les incendies sibériens, les États-Unis ont utilisé la garde nationale dans la gestion des incendies, les forces armées américaines ont été mobilisées lors de l'ouragan Katrina également. Donc, ces forces armées, elles sont de plus en plus mobilisées dans la gestion de catastrophes environnementales et certains hauts gradés, notamment américains, commencent à dire attention, on ne pourra pas tout faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois être déployable rapidement, être une force de projection à l'international pour régler des crises environnementales ou s'engager dans des conflits à l'extérieur de notre pays et en même temps être une force d'intervention sur le territoire national pour répondre à la question des catastrophes environnementales. Et donc là, il y a une question d'arbitrage politique qui se pose du point de vue des forces armées, qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est quoi l'emploi principal des forces et comment est-ce qu'on le gère derrière en termes de formation, de recrutement, de gestion du matériel, etc. Donc, cette question-là, elle commence à se poser, elle se pose ailleurs qu'en France, mais elle se pose aussi en France. On a tenté de faire, alors je suis désolée, il est en anglais parce qu'on l'a publié dans un article anglophone. Mais on a essayé de regarder qu'est-ce que ça donnait pour les Français. Et donc, ce que vous avez à l'écran, c'est l'emploi des forces armées françaises dans des opérations sur le territoire national pour la réponse à des catastrophes environnementales, des événements extrêmes, entre 2009 et 2019. Donc, vous avez la date au centre du graphique avec l'année, le mois. Et puis, à droite, en bleu, c'est les troupes qui ont été déployées en nombre de personnel. Et puis à gauche, c'est toute la dimension des matériels. Alors, les barres sont les véhicules employés, puis après, il y a des pictogrammes qui correspondent donc aux hélicoptères, aux navires, et puis aux éléments aériens. Et donc, on voit bien qu'en fait, tous les ans, l'armée française intervient sur le territoire national dans un contexte de réponse à des événements climatiques extrêmes. Et dans certains cas, la mobilisation est très importante. Vous voyez la tempête Klaus qui mobilise 1500 personnels. Et encore, on n'a pas rajouté les derniers déploiements pour l'opération Résilience, qui est donc l'opération liée à la gestion
de la crise du coronavirus sur le territoire national, dont on peut considérer que, et c'est d'ailleurs ce que font un certain nombre de travaux scientifiques, qu'elle est liée aussi à cette question de la dégradation environnementale, puisque la dégradation environnementale produit un rapprochement entre les populations humaines et des populations animales, d'animaux sauvages qui n'étaient pas mises en contact auparavant. C'est le cas aussi de la crise de Ebola, Oui, qui a eu Zika. lieu, Zika, etc. Et que donc, en fait, ces dégradations environnementales produisent aussi des pandémies qui se développent du fait de notre système mondialisé actuel, et que, en ce sens, la réponse militaire à la question de la pandémie fait partie, en fait, des réponses militaires aux catastrophes environnementales. Donc, on peut faire le lien là-dessus. Si Voilà, je donc, l'ai, pour être sûr de correctement comprendre le graphique, par exemple, la tempête tropicale Irma en septembre 2017 a nécessité le déploiement de 2500 militaires, c'est ça? 8 avions, 7 hélicoptères, 3 navires. Et ça, c'est depuis du moins 10 ans la catastrophe naturelle ayant le plus mobilisé les forces militaires. Et puis il y en a d'autres, effectivement, comme vous le dites, c'est tous les 6 à 9 mois, il y a une intervention de ce type. Irma, elle est intéressante parce qu'on ne va pas forcément rentrer dans les détails, mais dans le contexte de la catastrophe Irma, il y a une incapacité du pouvoir public à répondre à la crise dans l'immédiat. Et donc, on a un moment où, au sein de l'île de Saint-Martin, eh bien, c'est le pouvoir militaire, en fait, qui assure la continuité de l'État. Et ça, c'est intéressant comme cas d'étude. Alors, oui, bien sûr, on n'est pas en métropole, mais on se retrouve quand même dans une situation où les moyens de la puissance publique sont impuissants pour répondre à la catastrophe environnementale, et c'est l'armée qui se retrouve dépositaire de l'autorité et de la puissance publique pendant quelques temps. Et ça, c'est en termes de catastrophe environnementale, c'est un cas d'étude assez intéressant parce que c'est assez inédit. Très bien. Très bien. Il me semble qu'on a fait le tour de la présentation. Oui. Oui, superbe. Non, mais écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Je ne sais pas si vous avez des mots de conclusion sur toutes les perspectives que vous ouvrez pour penser la guerre en intégrant le contexte environnemental. Moi, j'aurais simplement, finalement, deux petits mots à ajouter. C'est que lorsqu'on pense à l'écologie politique, on aborde les questions d'écologie souvent par l'angle moral. Petit à petit, on se rend compte que la question de l'écologie politique, le politique prend un sens de plus en plus fort. À cette idée d'écologie politique, finalement, ce genre de recherche contribue à l'intégration de la question de la stratégie et des questions de défense à un questionnement beaucoup plus large d'écologie politique. Et comme on le voit, chacun des facteurs de risque de conflictualité qu'on a pu voir dans le schéma qui a été projeté correspond à un domaine de la politique publique, à tel ou tel domaine sous la responsabilité du politique. Donc, finalement, on remplace en quelque sorte l'indignation morale qui parfois peut conduire à une forme de fatalisme ou de défaitisme face à l'urgence et à l'ampleur des crises environnementales auxquelles on est confronté et on va l'être. On ajoute un peu de rationalisation et finalement, on a les moyens de s'en sortir, et dans les moyens de se sortir de ces crises-là, il y a aussi les moyens de la défense. C'est aussi simple que ça. C'est ce que j'allais dire aussi. Déjà, je vous salue tous les deux pour le calme et le sérieux dont vous faites preuve sur ces sujets qui sont quand même très complexes et quand même parfois anxiogènes, mais quand même de réussir à y trouver une certaine fluidité. Donc, bravo à tous les deux. Angélique, si vous avez de votre côté aussi quelques mots de conclusion. Peut-être plus sur la façon dont ces recherches, elles sont destinées au grand public, mais elles sont aussi destinées au monde militaire. Si j'élabore un peu sur cette question de la question morale, c'est vrai que quand j'ai commencé mes entretiens sur ces questions environnementales au sein du monde militaire, j'ai souvent été confrontée à des petites phrases un peu amusées du style « mais moi je suis pas là pour défendre les pingouins ». Bon,
ça, voilà, c'est un peu le vieux colonel un classique qui est un peu amusé me dit ça au début de l'entretien, avant bien sûr qu'on rentre dans des choses un peu plus sérieuses. Mais l'idée, c'est aussi de passer le message que cette question climatique, cette question environnementale, en fait, pour les armées, c'est pas une question morale. C'est pas est-ce qu'on est est-ce qu'on répond bien à la demande publique et à la demande politique d'émettre moins de dioxyde de carbone ou autre. C'est aussi et surtout un problème stratégique et un problème tactique. Et donc, cette question climatique, en fait, pour les armées, elle se pose en tant que question d'anticipation. Elle ne se pose pas en tant que problème moral. Et ça, c'est quelque chose qu'on voulait défendre, en fait, dans cet article. Qu'est-ce qu'il avait contre les pingouins, ce colonel? C'est très bien, les pingouins. C'était une blague. Oui, j'imagine bien. Non, c'est vrai que enfin, ça me fait penser, on aurait aussi pu parler de biodiversité, ce n'était pas vraiment le point central de votre article, mais je pense qu'effectivement, déjà, le monde écologique a mis pas mal de temps à s'intéresser de manière un peu plus vaste à la question de la biodiversité, ne serait-ce l'IPBES est beaucoup plus récent que le GIEC. Ça a peut-être des implications en matière de sécurité, comme le dit notre ami Stéphane Linou, qu'on a également reçu ici. Le ver de terre est le meilleur allié du militaire, puisqu'il est gage de fertilité naturelle des sols et donc de sécurité alimentaire. Mais bon, on pourra peut-être en parler une autre fois lorsque éventuellement d'autres travaux auront lieu sur les questions de biodiversité. Mais rien que sur le climat, c'est déjà un vaste chantier. Bravo à tous les deux. Je vous félicite aussi d'avoir quasiment tenu l'heure. Vous êtes les premiers intervenants à tenir l'heure alors que vous êtes à deux. Donc, ça doit aussi être ça, la discipline militaire. Tous les autres débordent largement. On se dit qu'on va faire 1 heure et puis au final, 2 heures plus tard, on est encore là. Bon. Mais merci beaucoup en tout cas à tous les deux et au plaisir de rééchanger.